Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. C'est parti pour 90 minutes de débat et de reportage. Et voici le sommaire de ce 10 juillet. Fallait-il interdire la manifestation parisienne contre les violences policières organisée samedi? Le débat déchire la NUPES mais pose surtout une question de long terme. Quels sont les effets de la mort de Naël et des émeutes qui ont suivi dans l'opinion? À qui va profiter la demande d'ordre et de sécurité qui s'exprime chez une majorité de Français? On répond à ces questions dans notre débat 100% politique où l'on parlera aussi des rumeurs de remaniement encore qui sont reparties de plus belle ce lundi matin. Et puis pour notre second débat, on se projette dans un peu plus d'un an, le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La scène comme décor, un spectacle en mondovision, un casse-tête d'organisation et de sécurité aussi à la hauteur du défi que représentent ces Jeux. Au fond, quels sont nos défis? Être à l'heure et dans l'excellence en termes de réalisation. Organisation, sécurité, billetterie, logistique, transport, déroulé artistique et sportif, etc., etc. Où en sont les chantiers olympiques? La France sera-t-elle au rendez-vous? Des infrastructures à la sécurité en passant par les transports. On fait le point tout à l'heure sur ces Jeux qui coûteront au moins, c'est encore provisoire, 10 milliards d'euros. Mais d'abord, l'histoire d'une manifestation interdite qui se déroule quand même. Samia Dechir. Le face-à-face était explosif. D'un côté, le comité Vérité et Justice pour Adama. De l'autre, la Bravem, brigade de répression de l'action violente motorisée. La marche en mémoire d'Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par les gendarmes, était interdite. Elle s'est tenue quand même, d'abord pacifiquement, jusqu'à ce qu'un affrontement dégénère entre Youssouf, le frère d'Adama Traoré, et les forces de l'ordre. Sur ces images, on le voit plaqué au sol. Accusé d'avoir frappé un commissaire de police, il est interpellé, puis hospitalisé. Ils ont foncé sur moi comme si c'était des rugbyman, quoi. Ils ont pas dit monsieur venez par ici, venez ceci, cela. Ils sont venus, ils ont foncé sur moi, ils ont chargé et ils m'ont fait clé d'étranglement, ils m'ont fait plaquage ventral, ils m'ont la totale. 2000 personnes ont pris part à la marche, dont des élus écologistes et insoumis. On a vu arriver des motos de la Bravem dont je redemande la dissolution, la manière dont ils se comportent et ils sont utilisés, et qui ciblaient très clairement la famille Adama. La présence de parlementaires de gauche à une manifestation interdite a été vivement critiquée par la droite ce week-end, à l'image d'Éric Ciotti, patron des Républicains. La famille Traoré a bravé l'interdiction de manifester à Paris, accompagnée par les factieux et dangereux députés de la NUP. Au cri insupportable de « tout le monde déteste la police », ils ont, une fois de plus, piétiné nos lois et l'autorité de l'État. Insupportable. Même reproche exprimé par la majorité présidentielle. La préfecture de police de Paris avait interdit la marche en raison de risques de troubles à l'ordre public après 5 jours de violences urbaines. Une décision validée par la justice. Lorsqu'on fait la loi, on respecte la loi. On respecte la loi, on respecte les décisions de la justice et de l'administration. Et on ne s'affiche pas dans une manifestation interdite. Qui plus est, une manifestation interdite qui est en réalité une manifestation contre la police. Une nouvelle marche contre les violences policières est prévue le 15 juillet à Paris. Je vous présente tout de suite mes invités. Chloé Ridel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Christelle Craplet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, directrice adjointe de BVA Opinion, Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bienvenue à vous. Question toute simple, Chloé Ridel, fallait-il participer à cette manifestation? Je pense que ce qui est grave, ce n'est pas que des députés participent à cette manifestation pacifique. Ce qui est grave, c'est que cette manifestation ait été interdite. Parce que précisément, une semaine après une série de violences très graves qui ont eu lieu dans notre pays et que nous condamnons tous, là, vous avez, si vous voulez, une organisation, une association qui existe depuis un certain nombre d'années, qui porte des revendications contre les violences policières et qui le fait pacifiquement. C'est un débouché pour la colère qui s'est exprimée une semaine plus tôt et un débouché qui est pacifique. Donc il ne faut absolument pas étouffer ces initiatives. Donc moi, je pense que le gouvernement, là, commet une erreur et donne raison à ceux qui disent que le seul moyen de se faire entendre, c'est la violence. On y reviendra aux questions des violences policières, mais il n'y avait pas de députés socialistes, par exemple. Pourquoi ont-ils choisi, pourquoi le Parti socialiste a-t-il choisi de ne pas y aller? Je ne suis pas sûre que le Parti socialiste se soit exprimé de façon officielle sur
sur s'il fallait ou pas aller à cette manifestation. Olivier Faure a fait un tweet de soutien à l'organisation et au comité qui organisait la manifestation. Donc, ouais. Mais quand une manifestation, une interdiction est validée par la justice, est-ce que les députés doivent y aller ? Il y a vraiment deux thèmes, et on prendra du temps sur la question du maintien de l'ordre en France, des critiques qui peuvent être exprimées, mais est-ce que c'est la place de député quand la justice a dit non, cette manif est interdite ? Le recours a été débouté par la justice, et donc effectivement ça pose une difficulté, mais moi j'appelle quand même à élargir le débat sur cette question et à voir qu'est-ce qu'on veut à la fin dans ce pays. Je pense qu'il faut absolument, compte tenu le niveau de tension et le niveau de violence qui s'est exprimé, il faut favoriser les expressions non violentes. Et même si on n'est pas d'accord avec les revendications que porte le comité Adama, j'entends que M. Ciotti ne soit pas d'accord, que M. Dussopt ne soit pas d'accord, il faut permettre, dans une démocratie, aux désaccords de s'exprimer et de façon non violente. Et c'est ce que fait le comité pour Adama. Donc il ne faut absolument pas, à mon avis, tout faire. On entend aussi des violences verbales vis-à-vis des policiers, et on pouvait s'y attendre dans un moment comme celui-là. Mais on y reviendra sur ces relations plus que conflictuelles et les parts de responsabilité. Christelle Craplet, peut-être, j'ai décidé moi de commencer sur la partie, on va dire, un peu plus politique, sur ce que ça révèle peut-être de la NUPES. Il y a quoi ? Il y a une ligne de fracture qui s'exprime, ou est-ce que le terme est un peu fort face à un événement comme celui-là ? Alors, on n'a pas de données sur un élément comme celui-là. En revanche, on a interrogé récemment les Français pour leur demander s'ils avaient jugé l'attitude d'un certain nombre de partis adaptée ou pas adaptée. Et ce qui est sûr, c'est que, alors, aucun parti ne ressort vraiment grandi de la séquence, mais celui qui est le plus critiqué par une majorité de Français, c'est la France Insoumise, dont l'attitude est jugée inadaptée, y compris, en fait, par une majorité de sympathisants socialistes et une partie importante de sympathisants ELV. Donc, on sent qu'au sein des sympathisants de partis qui composent la NUPES, ils n'ont pas tous la même perception sur ce sujet-là. Émilie Zapalski, ça vous inspire quoi ? À la fois l'organisation de cette manifestation et son interdiction. Je pense que c'est des sujets qui ont du mal à arriver sur la table. C'est quand même des sujets qui se posent depuis un moment, ce qui se passe au sein de la police. Si on peut parler, on a l'impression que c'est un tabou de parler d'éventuellement un peu de racisme chez certains policiers. Je mets beaucoup de guillemets et je fais très attention. On peut parler aussi de violence qui se passe parfois dans certaines manifestations. Et c'est vrai que ces bravèmes, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Ce qui dérange, c'est que maintenant, on a des vidéos, on a des sons qui prouvent qu'il y a quand même parfois des débordements. Et malheureusement, c'est des sujets qu'on n'arrive pas à faire aborder par le gouvernement. Oui, je suis d'accord avec vous. On comprend que... en tout cas, c'est des débats... on a l'impression qu'il y a énormément de tabous. Nous, on essaye de les mener sur ce plateau régulièrement. Tout à fait. Mais est-ce que organiser cette manifestation dans ce climat-là, vous nous dites que c'était une manifestation pacifiste, j'entends cet argument. Est-ce que c'est le meilleur moment ? Mais je crois que cette manifestation, ça fait des années qu'elle se déroule de manière très pacifiste, où tout se passe bien, et je pense que ça fait monter la sauce de commencer à l'interdire. Et c'est pas la première fois, encore une fois, au-delà du tabou sur ce qui se passe dans la police, c'est pas la première fois que le gouvernement utilise ces interdictions. On se souvient même des interdictions pour les casseroles qui étaient retoquées par la justice. Donc il y a quand même une utilisation. Encore une fois, la justice a suivi l'interdiction. Oui, mais ça ne fait que étouffer une colère qui fait que bouillir, il me semble. Mathieu. Moi, je me pose quand même une question sur ce que cherchent les élus insoumis ou les élus écologistes, ceux de la NUPES qui ont participé. À quel moment ces gens-là peuvent-ils se dire que défiler au cri de « tout le monde déteste la police », c'est une bonne chose ? Ces gens-là veulent se faire élire quand même. Et est-ce qu'ils pensent qu'il y a une majorité sociologique ou politique en France qui pense que tout le monde déteste la police ? Quand on regarde les sondages, et vous nous direz ce qu'indiquent vos indicateurs, quand on regarde tous les instituts, on est plutôt entre 7 et 8 Français sur 10 qui ont plutôt confiance à la police. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas critiques sur certaines actions de la police. Il ne faut pas l'être sur certaines actions. Mais pas avec un slogan aussi débile, excessif et insultant que tout le monde déteste la police. Est-ce qu'on se fait élire là-dessus ? Je pense que c'est une impasse politique. Deuxième chose, si par extraordinaire, ils étaient élus, est-ce qu'ils pensent qu'on réforme une grande institution, une fonction publique, en commençant par insulter les gens ? Est-ce qu'ils pensent qu'on peut réformer l'éducation nationale en disant « tout le monde déteste les professeurs » ? Non. Donc si par extraordinaire ils étaient élus, ils auraient quand même bien du mal à nouer ce dialogue avec les forces syndicales, avec les policiers, avec un slogan aussi excessif et débile. Je continue. Donc je pense juste, je pense qu'ils sont tellement dans l'opposition à Emmanuel Macron, et c'est tout à fait leur droit, qu'ils sautent sur tout ce qui bouge un peu, tout ce qui est bon,
Si tout c'est bon, si c'est contre Emmanuel Macron. Et je pense que c'est une erreur tactique, sinon stratégique. Oui, le sondage auquel vous faisiez allusion, 75% des Français c'était un sondage Opinionway, qui effectivement soutiennent la police, après toute la séquence que l'on a vécue la semaine dernière. Chloé Ridel, qu'est-ce que ça Non, vous moi inspire ? je crois pas du tout. Déjà une première chose, quand on est dans une manifestation, on ne maîtrise pas les slogans qui sont scandés. Vous pouvez le trouver excessif, ce slogan. Mais tout le monde en déteste fait, la police, oui. Oui, et il est excessif. Oui. Mais en fait, c'est un peu dommage et c'est un peu court de vous arrêter là, parce que qu'est-ce qu'il traduit, ce slogan ? C'est à cela qu'il faut s'intéresser. Il faut faire un peu preuve d'empathie. Vous n'avez pas un rapport avec la police qui est le même que celui qu'ont certains jeunes des quartiers. Vous ne vous faites pas molester, vous ne vous faites pas humilier, vous ne vous faites pas contrôler de façon intempestive. Mais il y a un vécu et une réalité de vécu de ces jeunes vis-à-vis de la police. Il y a une relation toxique entre la police et les jeunes des quartiers qui s'est installée depuis 40 ans, et vous pouvez le nier et dire tout cela est excessif. Mais à un moment, il faut entendre le message. Regardez, on a vu des images. En fait, vous répondez pas à ce que dit Mathieu. Mathieu dit quelle est la... Mais quel est l'intérêt quand on veut se faire élire d'aller avec un... Mais ça vous pose tout à fait ignorer le problème. Alors même qu'on a vu des images de la manifestation juste avant, avec une interpellation quand même hyper brutale du frère d'Adama Traoré, avec une jeune femme aussi qui se fait pousser sur le côté par la Bravem. C'est ça la réalité de la police. Donc quand ils disent tout le monde déteste la police, c'est parce que pas toute la police, évidemment. Mais donc je ne mésestime pas les problèmes de racisme qu'il peut y avoir dans la police, ni de violence qu'il peut y avoir dans la police. Au lieu de parler du fond du problème pour justement en finir avec cette spirale de la violence, je suis la première à le vouloir, comme vous, cher monsieur. On se contente de dire mais dis donc, comme c'est excessif. Chloé Ridel, je vous ai promis qu'on en parlerait de ce thème et on va en parler. Mais la question de Mathieu, c'est une question sur la stratégie politique de la NUPES face à l'opinion française. Ce que font ces élus, je pense, c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire on est en soutien d'une démarche pacifique pour encourager ce type de démarche. Et justement, après une semaine d'émeutes, on montre que quand on s'organise, quand la société civile de ces quartiers s'organise, et qu'elle s'organise de façon pacifique pour faire valoir des revendications, il faut les soutenir. Mais la gauche a réformé, c'est pas le meilleur moyen de réformer ce slogan. On est d'accord là-dessus. Mais évidemment, mais c'est pas les élus ne scandent pas ça. Non, les gens dans les je vais vous donner la parole tout de suite, Émilie. Mais les slogans n'ont jamais, les politiques présents à la manifestation n'ont jamais scandé ce slogan. Mais ils pouvaient s'en désolidariser. Alors là, c'est Gérald Darmanin qui le dit, mais bon, ça apporte un élément à la discussion. Le ministre de l'Intérieur sur Twitter, à la fin de cette journée de samedi, donc voilà ce qu'il nous tweet. Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de tout le monde déteste la police. Quelle tristesse pour la République, pour les femmes et les hommes qui la défendent. Est-ce qu'effectivement, il y aurait dû avoir un message de la part des députés qui étaient dans cette manifestation pour se désolidariser de ce slogan ? Oui, c'est possible. Et surtout, moi, je questionne aussi, comme Mathieu, la stratégie, parce qu'on n'entend qu'un son de cloche, en fait. On n'entend qu'une direction depuis le début des émeutes, c'est-à-dire certains de la NUPES qui ne critiquent pas ou ne dénoncent pas la violence qu'il y a eu. Il y a eu même un petit peu des appels ça et là à la violence. Et on n'est que dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre aspect du tout qui est investigué sur ce qui se passe dans les banlieues, ce qu'on pourrait faire. C'est vraiment toujours sur cet angle, c'est la police qui est violente et qui est responsable. Et c'est très limitatif. Ouais. Donc participer à une manifestation interdite avec ces slogans et ne rien proposer à côté, ça limite quand même énormément ça limite quand même l'action politique, même dans les paroles. On n'a rien entendu sur d'autres propositions. On va entendre vos propositions. Je vous propose d'écouter Éric Coquerel. Alors on est au lendemain de cette manifestation, le député LFI évidemment de Seine-Saint-Denis, manifestation pour faire libérer l'une des deux personnes qui avaient été arrêtées par la police. Écoutons Éric Coquerel. Hier, vous avez eu une manifestation totalement pacifique dont tout le monde peut se louer, y compris la volonté des organisateurs de faire en sorte que ça soit ainsi. Sauf qu'à la fin, il y a la Bravem qui est intervenue, on ne sait pas sous l'ordre de qui, pour arrêter très violemment deux personnes. Il y en a un des deux qui est le frère de Assa Traoré qui est heureusement ressorti, mais dans un sale état, puisqu'il a été à l'hôpital. Et un deuxième membre du comité Adama qui est ici, dans le commissariat du 1er, en garde à vue, manifestement prolongé, et dont on demande sa libération. Alors, Chloé Ridel, comme promis, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour sortir de cette spirale, effectivement, interminable, qui dure, je suis assez d'accord avec vous, depuis quasiment 40 ans ? Absolument. Alors, je vais parler pour le Parti Socialiste. Oui. En l'occurrence, le Parti Socialiste a fait carrément une conférence de presse, si vous voulez, la semaine dernière,
pour présenter toutes les propositions que nous faisons pour justement s'attaquer aux causes profondes de cette spirale de la violence. Il y a évidemment un volet de réforme de la police, de réévaluation de cette fameuse loi de février 2017 qui encadre donc le tir par arme à feu des policiers. Absolument, mais aujourd'hui c'est un autre PS qui demande sa réévaluation. Voilà. Il y a aussi la reconnaissance du fait du racisme dans la police. On veut qu'il y ait une étude qui soit clairement faite là-dessus. On veut qu'il y ait aussi un contrôle indépendant de la police, donc que l'IGPN ne soit plus sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Puis il y a un volet aussi d'éducation dans cette réponse à ces violences urbaines. Il y a un problème de mixité sociale dans ce pays, de ghettoisation urbaine, sociale et donc scolaire. Donc il faut briser les phénomènes notamment de ghettoisation scolaire, recréer de la mixité dans les collèges, dans les lycées. Et puis il y a un volet aussi sur ce problème de mixité, sur le logement social. Il y a des tas de communes en France qui ne respectent pas le taux de logement social. Tout ça est vrai. Est-ce que ça excuse les violences ? Mais alors nous, on a eu une position très claire sur ce sujet. Aucune violence n'est justifiable et nous les avons rejetées tout de suite et nous nous sommes démarqués effectivement sur ce point. Donc nous sommes très clairs et moi je crois que la violence non seulement est moralement condamnable mais qu'elle est aussi inefficace sur le plan politique parce que vous le disiez très justement, c'était vous madame, il y a effectivement des divergences de vues au sein de la gauche. Il y en a qui disent la violence est efficace et d'autres dont je suis qui disent que non, la violence n'est pas efficace, en tout cas elle est moins efficace que la non-violence. Et là on l'a vu, en une semaine, qu'est-ce qu'a produit la violence ? Elle a divisé le front de soutien, les Français sont radicalement opposés à ces violences, elle a justifié une dérive sécuritaire. Je veux dire, dans les propositions du gouvernement et puis de toute la droite et de l'extrême droite, surenchère, il faut retirer les aides sociales aux familles, il faut bloquer les réseaux sociaux. Donc c'est ça le résultat de la violence. Et à la fin, l'extrême droite, visiblement, selon les sondages, qui augmente. Voilà le bilan de la violence. C'est encore un peu tôt. On essaye de commencer à mesurer, on va dire, les effets à long terme de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, ces 2 dernières semaines. Comment vous le percevez, ça ? Il y a deux choses. Il y a d'abord la séquence a provoqué beaucoup d'inquiétude chez les Français. Et cette inquiétude, elle s'est davantage traduite par une demande de fermeté qu'une demande de social. En fait, on a testé quelques mesures. Et celles qui sont très dures, par exemple, ne plus tenir compte de l'excuse de minorité pour des mineurs délinquants, suscitent une adhésion très très forte à plus de 80%, alors que les mesures plus sociales, favoriser la mixité, mener une politique ambitieuse pour les quartiers, suscitent aussi une adhésion majoritaire, mais beaucoup plus en retrait, autour de 56-60%. Est-ce que ça s'explique, pardon de vous interrompre, allez au bout de la démonstration, je vous poserai une autre question. Chez les Français, une inquiétude sur cette situation, une compréhension sans doute des problèmes qui peuvent s'exprimer dans les quartiers, mais elle se traduit quand même davantage par une demande de fermeté que de social. Alors, est-ce que ça s'explique parce qu'on est encore à chaud, ou est-ce que c'est, d'après vous, une tendance de fond ? C'est un peu tôt pour le dire. C'est vrai que nous, dans nos enquêtes d'opinion, on voit quand même des jugements parfois un peu durs de la population française. Et c'est vrai que face aux réactions politiques, comme je le disais tout à l'heure, les jugements sont très critiques pour tous les partis. En revanche, celui qui s'en sort le moins mal, on va dire, c'est le Rassemblement national. C'est lui, par exemple, dans la question que j'évoquais tout à l'heure, qui est considéré comme ayant eu l'attitude la plus adaptée, avec autant de personnes qui jugent ça adapté que pas adapté, alors que tous les autres partis ont une majorité de perceptions négatives. Donc ça, c'est pas la première fois. Là, dans la séquence retraite, c'était exactement la même chose. On voyait un Rassemblement national qui, entre guillemets, tirait un peu plus profit de la situation, même si, lui aussi est critiqué comme tous les autres partis. Et c'est là où est le piège qui est tendu. Parce que cette demande de fermeté, il va y avoir forcément une réponse de fermeté. Et elle ne doit pas nous exonérer de cette réflexion sur l'action des forces de police. Parce que contrairement à ce que vous pensez, ce que vous me reprochiez de penser, je considère qu'il y a un problème dans la police, dans le rapport à ces populations-là. Non, je considère qu'il y a un problème. Oui, c'est bien. Il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. Je le considère en tout cas qu'il y a un problème. C'est reconnu qu'il y a des attitudes des forces de police dans les quartiers populaires qui ne sont pas acceptables. Le tutoiement, les gestes physiques, le harcèlement de contrôle d'identité de gens qu'ils connaissent par cœur. Tout cela crée des situations de tension qui ne favorisent pas, évidemment, le dialogue, surtout quand une police est projetée dans des quartiers. Elle n'y est pas installée, puisqu'on a supprimé, il y a quelques années déjà, la police de proximité, qui était une initiative du gouvernement Jospin. Après, ce que je dis, c'est que
on ne peut pas répondre à cette demande de fermeté en s'exonérant de ce chantier-là, qui va être colossal, qu'on n'a jamais abordé, ni la droite ni la gauche. La gauche l'a fait un peu sous Jospin, j'ai dit, avec cette police de proximité. On leur reprochait à l'époque à ces policiers de jouer au foot avec les délinquants. C'était Nicolas Sarkozy qui employait qui l'a supprimé. Ouais. Mais depuis ce temps-là, on n'a pas réfléchi là-dessus. Et je pense qu'on ne peut pas résumer cette réflexion à un slogan. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce tout le monde déteste la police me paraît débile. Et aborder les choses comme ça, c'est ce qu'on entend dans ces manifestations. Non, et aller manifester avec des gens qui déclarent ça, je pense que c'est très mal abordé. C'est très mal abordé le débat. Ça d'excessif, mais si vous voulez reconnecter avec cette jeunesse-là, et pardon, mais les légitimes de ces populations-là, il y a un moment, il faut être avec eux, à leur côté et manifester. Et oui, s'il y a des slogans qui sont... ça ne veut pas dire que vous les reprenez à votre compte. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a... Non, mais ça... Pardon, je vais vous redonner la parole. Mais Darmanin qui ne réagit pas, par exemple, au communiqué Alliance et qui ensuite va donner des leçons. Je ne dis pas que c'était bien de la part de Darmanin. Mais quand même, les mots ont un sens, ont du poids, la responsabilité des politiques. Il se trouve que la semaine dernière, il y a 2 policiers qui ont été tabassés en rentrant chez eux. C'est inacceptable. Dans l'Essonne et dans les Yvelines. Dans l'Essonne, il y avait sa petite fille qui était dans la voiture. Évidemment que c'est inacceptable. On est quand même dans un pays où les policiers se remettent en civil avant de rentrer chez eux. Mais voilà, de peur d'être Ils sont les premières victimes de cette politique. Voilà, c'est aussi. Il ne faut pas non plus avoir une vision caricaturale ou angélique de la situation. Être policier dans ces quartiers, c'est très compliqué aussi. Ça n'excuse pas le tutoiement, ça n'excuse pas le délit de faciès, etc. Mais c'est aussi la réalité du pays aujourd'hui. Oui, et je pense qu'il y a une erreur stratégique, encore une fois, de la NUPES globalement, de communiquer beaucoup sur ça, sur les violences policières, de participer justement à cette manifestation interdite et de ne pas être du tout sur la valeur d'autorité et d'ordre. Parce que globalement, et on le voit bien avec la montée du RN, la société française est en demande d'ordre, d'autorité, et on le voit d'autant plus quand il y a des émeutes. Et là-dessus, la gauche est complètement noyée par ce combat contre les violences policières. Et ça noie complètement le poisson. Et il faut que la gauche se réveille parce que c'est l'extrême droite qui en profite énormément. Si elle n'a pas de discours sur l'autorité, elle perd complètement pied par rapport à la société. Un mot de réponse là-dessus. Nous pensons qu'il n'y a pas d'ordre durable sans justice. Et nous espérons un ordre qui soit républicain. Mais en face, côté gouvernement et côté droite, on a l'aspiration à un ordre profondément autoritaire et descendant. Nous, je pense que nous avons une position plus équilibrée que vous ne le dites, où nous condamnons très fermement les violences, où nous disons que parmi les victimes de cette politique de maintien de l'ordre inepte qui est dénoncée par de multiples organisations internationales, les victimes en sont aussi les policiers, c'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer nommément des policiers de façon individuelle, on s'attaque à l'institution quand on parle de violence policière. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'institution, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans l'institution policière en étant violent, on le devient. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on le devient ? Donc, nous essayons d'avoir un discours équilibré, mais si nous alertons sur la question des violences policières, c'est que nous sommes les seules forces à le faire. En face, vous avez un déni total. Je rappelle que Gérald Darmanin disait encore il y a un an, violence policière, je m'étrangle, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'existe pas. Emmanuel Macron vous avez Laurent Nunez qui dit la semaine dernière, il n'y a pas de racisme dans la police. Enfin, vous voyez, il y a en fait en face une espèce de déni total. Qui effectivement est quand même alors même que des organisations internationales le soulignent. Donc, bon, je pense qu'on a consacré pas mal de temps à cette question, mais parmi les conséquences des violences urbaines de la semaine dernière, il y a aussi un texte, et j'appelle Jonathan Dupriez à nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Jonathan, bienvenue à vous. Un texte qui doit être adopté avant la fin de la session parlementaire. Et oui, ça ne va pas être de tourpeau. Emmanuel Macron s'est engagé devant les maires qu'il a reçus mardi dernier à l'Élysée. Il veut faire adopter une loi d'urgence dans le contexte post-émeute. Vous venez de le dire, Thomas. Ce texte, à quoi il sert ? Il doit permettre de reconstruire les édifices publics, la voirie, les écoles qui ont été dégradées pendant ces violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Naël et reconstruire le plus rapidement possible. Et c'est en tout cas l'esprit de ce projet de loi. Je cite le chef de l'État, il veut écraser tous les délais induits par cette reconstruction et aussi débloquer une enveloppe financière destinée à ces communes les plus touchées. Et l'idée aussi, c'est de tourner la page de cette séquence, comme le résumait le chef de l'État il y a quelques jours en marge du Tour de France. Écoutez-le. Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est la concorde, et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes de ce qui est advenu. Merci.
Alors que sait-on précisément du texte à ce stade? Alors on est allé un peu à la pêche aux infos aujourd'hui, hein. Il y a encore beaucoup de flou, hein, mais ce qu'on sait à ce stade, c'est que c'est un texte très technique qui comporte 4 articles seulement, et c'est le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui sera saisi au fond, donc Christophe Béchu, et de l'aveu d'un conseiller gouvernemental. C'est une loi d'habilitation, je cite, un peu vide, qui devrait permettre à l'exécutif de légiférer par ordonnance. Alors qu'est-ce que ça veut dire légiférer par ordonnance? Eh bien, conformément à l'article 38 de notre Constitution, le gouvernement peut demander au Parlement son accord pour finalement se passer de lui, en quelque sorte, et prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Alors, vous vous doutez bien qu'ici, au Sénat, on n'est pas très friand de ce dispositif de légiférer par ordonnance, parce que finalement, ça revient à se dessaisir de son pouvoir du Parlement. Mais au vu de ces circonstances exceptionnelles, et c'était le cas notamment pendant le Covid, il y avait une 50aine d'ordonnances qui avaient été prises, et parfois ça permet d'aller plus vite. Et au niveau du calendrier, Thomas? C'est moi qui dois prononcer, c'est ça. Ah, c'est la fin de saison, j'étais en train de réfléchir à la suite. Alors ça donne quoi au niveau du calendrier? Au niveau du calendrier, là encore, les sources gouvernementales, elles nous indiquent la date du 13 juillet, c'est ce jeudi pour la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. C'est le Sénat qui aura la primeur du texte, c'est pas étonnant vu qu'il concerne les collectivités. Quant aux dates d'examen du texte à proprement dit, pour la Chambre haute, ce sera donc les 17 et 18 juillet a priori. J'espère que vous avez votre carnet de notes. L'Assemblée nationale prendra le relais le 19 en commission et le 20 juillet en séance publique. Et dans le cas où les deux chambres ne se mettraient pas d'accord sur un texte identique, il y a déjà une commission mixte paritaire qui est prévue pour le 21 juillet, qui est le jour officiel de la fin de session extraordinaire. Et les débats pourraient même se prolonger peut-être le week-end éventuellement, mais ça à ce stade évidemment on ne le sait pas encore. En tout cas, le gouvernement aimerait tout boucler avant la semaine du 24 juillet. Merci beaucoup Jonathan, désolé pour cette relance oubliée. Quel bilan? Je sors, Chloridel, uniquement la question des forces de police, des solutions, parce que ce sont des solutions tellement complexes que personne n'a trouvé depuis 4 décennies. Sur le court terme, quel bilan vous faites de l'action du gouvernement depuis la mort de Nahel? Je trouve qu'il est très inquiétant. Pourquoi? Parce que la réponse est exclusivement sécuritaire. Mais est-ce qu'on pouvait faire autre chose quand il y a eu 5 nuits d'émeutes consécutives? Je pense qu'il faut marcher sur les deux jambes, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'ordre durable sans justice. Et nous aspirons tous, je crois que l'urgence est à la paix et à la réconciliation. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais pour parvenir à cette pacification durable, il faut regarder les racines profondes, comme disait le président de son propos. Sauf que, comme d'habitude, il dit quelque chose, mais les actes tardent à suivre. Moi, ce que je constate, c'est que 10 jours après la mort tragique de Nahel, si vous voulez, on est passé de la mise en examen d'un policier pour homicide volontaire au procès des banlieues. Et on a parlé de blocage des réseaux sociaux, de criminalisation des parents, d'autorité parentale, etc. Et à aucun moment, on a parlé de la question, par exemple, du 25% de logement social. Est-ce qu'on oblige enfin les maires à respecter la loi? Est-ce que s'ils ne respectent pas la loi, l'État s'y substituera? J'ai noté que le gouvernement d'Édouard Philippe, c'était en 2017, avait justement assoupli et permis aux maires de ne pas atteindre cet objectif de 25% de logement social. Et c'est le maire de Trappes qui prenait cet exemple. Il dit, moi à Trappes, j'ai 60% de logement social. Et une autre commune des Yvelines s'appelle Maison-Lafitte, elle en a 10%. Et donc, si vous voulez, ça c'est très problématique, parce que le problème, c'est derrière tout cela, derrière toutes ces violences, c'est quand même un phénomène de ghettoisation qu'il faut absolument briser. Donc moi, je trouve que la réponse n'est pas à la hauteur et qu'elle risque d'amplifier la spirale de la violence. Avec aussi la question de l'école, l'éducation, on sait très bien que les écoles dans ces zones sont surchargées, que ce sont des jeunes professeurs qui sont envoyés au feu, alors qu'il faudrait plutôt avoir des professeurs expérimentés. Bref, et là, c'est à peu près tout. Là aussi, le diagnostic, il est quand même assez. Les effectifs des classes de CP ont été divisés par 2. C'est vrai. Il faut aussi le souligner. Pour les petits, pour les tout jeunes enfants. Ce qui est choquant, moi, ça me fait penser vraiment au service des urgences de l'hôpital. On a fait internellement des diagnostics pour ne pas avancer. Et là, quand même, on a un Emmanuel Macron qui nous dit qu'il va falloir prendre le temps pour faire le diagnostic et pour savoir ce qu'on va faire. On avait quand même, et on n'arrête pas de le rabâcher depuis 2 semaines, un plan Borloo qui avait été commandé par Emmanuel Macron, qui a été jeté à la poubelle par Emmanuel Macron. On a des maires, encore récemment, là, au Congrès des villes, qui ont ressorti des mesures du plan Borloo en disant au gouvernement, banco, on y
va. On y va sur la rénovation des logements, on y va sur l'éducation, on y va sur la police. On a l'impression qu'on piétine. Et tout à l'heure, vous disiez la violence. Bah si, la violence, elle a permis qu'on en reparle, mais sauf que le gouvernement n'est pas encore à la hauteur de ces problèmes-là. Je suis d'accord que la question sécuritaire, elle était indispensable parce que c'est une demande de la société. Et puis c'est évident, on va pas laisser s'enflammer les banlieues. Mais en parallèle, est-ce qu'on peut pas avoir un en même temps qui soit intelligent, c'est-à-dire de traiter l'urgence et en même temps de commencer à dresser les lignes d'un diagnostic qu'encore une fois on connaît déjà beaucoup et de commencer à poser les jalons et de pas attendre encore dans 5 ans ou dans 10 ans qu'il y ait de nouvelles émeutes pour je ne sais quel cas, je n'espère pas, de mort ou d'accidents dramatiques comme il s'est passé. Un mot sur peut-être Gérald Darmanin. Est-ce qu'il tire profit de la quinzaine qui vient de se passer ou pas ? Relativement aussi. En fait, on a posé la même question sur les partis aux membres de l'exécutif. Globalement, ils sont critiqués, Gérald Darmanin aussi, mais c'est celui qui s'en sort, entre guillemets, le moins mal, qui a le plus de jugements positifs versus le jugement négatif. Sa cote d'influence, c'est-à-dire le souhait qu'il exerce un peu un rôle à l'avenir, progresse aussi. Alors, il reste assez clivant, il est beaucoup plus clivant qu'une personnalité, même dans le gouvernement, comme Bruno Le Maire, mais il sort de la séquence, il en tire plutôt profit. Alors, non, juste une remarque. Moi, je trouve qu'en termes de communication, il a été beaucoup plus humble et moins agressif que d'habitude en essayant de tenir un équilibre entre la sécurité et puis ce qui se passait sur les prénoms des émeutiers, des choses comme ça. Je trouvais qu'il a eu un équilibre que je lui reconnaissais pas auparavant, peut-être parce qu'il espère être Premier ministre. Et évidemment, on parlera du remaniement dans un instant, mais dans ce contexte de tension, de violence, on se posait la question de la responsabilité des prises de parole publiques. Je vous propose de regarder ce dérapage, moi c'est le terme que j'emploie, de la chanteuse Isia. C'était lors d'un concert du Festival des Nuits Guitares, c'est jeudi soir à Beaulieu-sur-Mer. Regardez. Je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol telle une piñata humaine géante et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange, tu vois. Et là on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont. Là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous nos battes avec nos petits clous et dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Voilà, Isia qui parle du président de la République. Conséquence directe ce lundi, la mairie de Marc-en-Barœul, dans le Nord, a décidé d'annuler le prochain concert d'Isia qui était prévu jeudi. Maire LR, les Républicains de Marc-en-Barœul. Chloé Ridel, est-ce que vous comprenez la décision de ce maire ? Non, ou est-ce que vous dites c'est une sorte de liberté d'expression d'une artiste finalement ? Non, ces propos sont choquants. Moi, je m'oppose à tous les appels à la violence contre des personnes. Enfin, c'est vraiment pas mes valeurs. Mais je crois que l'artiste s'est excusée dans un communiqué. Donc, tout permet de penser qu'elle ne reproduira pas de tels propos. Donc, pourquoi annuler un concert ? Je trouve ça dommage. Mathieu ? Excessif. Les propos étaient carrément excessifs. C'est de la provocation. C'est de la provocation. C'est vrai que si ça avait été n'importe quelle autre personnalité politique qui avait subi ce type d'attaque, je pense que tout le monde aurait été saisi. Parce que la scène est quand même décrite avec force détail. On est sur l'expression du moment. Moi, ça me frappe la violence qui peut régner qu'inspire ce pouvoir dans les milieux culturels. Et on l'avait vu au moment du Festival de Cannes avec le discours de Justine Triet, qui, lui, avait une portée politique. C'est-à-dire qu'elle dénonçait la marchandisation de la culture, on est d'accord ou pas d'accord, l'exception culturelle qui serait cassée par ce pouvoir. Là, on n'est pas dans un propos qui a une portée politique. On est dans du show, du buzz, de la provocation. Christelle Carpelet, est-ce qu'il y a une détestation d'Emmanuel Macron plus forte que celle qu'ont pu vivre d'autres présidents de la République, parce que c'est un peu le lot du chef de l'État? Il y a une détestation très très forte et qui progresse en fait depuis ces dernières années. Nous, on pose des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'on laisse les gens s'exprimer. Pourquoi vous n'aimez pas Emmanuel Macron? Et il y a parfois des propos extrêmement violents à son égard. Donc il y a une détestation très très forte qui s'exprime en termes très virulents à son égard. Après, ça ne date pas non plus que d'Emmanuel Macron. C'est déjà depuis une dizaine d'années où il y a un rapport aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques de plus en plus critique chez les Français.
Émilie ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème, mais plus globalement dans la société, parce qu'on a l'impression... Moi, je me pose la question de l'autorité. C'est quoi on a le droit de faire quoi quand on est responsable politique, quand on est artiste ? Moi, je suis très choquée par ce qui se passe, mais je suis très choquée aussi qu'il y ait au gouvernement des gens qui sont mis en examen ou des gens qui jouent avec la mémoire de Samuel Paty pour faire on ne sait pas quoi. En fait, il y a un mélange de genres des deux côtés, et je comprends qu'il y a beaucoup de mépris, je pense, d'un côté et de l'autre, parce qu'on a l'impression que tout est possible et qu'il n'y a plus de grade de morale, quelque part, de morale publique, civile, sociale, et qu'on peut dire ce qu'on veut, qu'on soit responsable politique, qu'on manifeste dans des manifestations interdites avec l'écharpe de la France. Je trouve qu'il y a un mélange, et peut-être que ce gouvernement exacerbe ça, parce qu'il y a beaucoup de cas, et c'est vrai qu'on avait un Emmanuel Macron qui était tout pur en 2017 en annonçant que ça serait le quinquennat de la grande morale et qu'il n'y aurait pas de mise en examen. Je dis pas du tout que ça pardonne ce qu'a fait cet artiste-là, Isia, mais on a l'impression que tout est possible de tous les côtés. C'est une espèce d'escalade. Il n'y a plus de morale, on dirait. Allez, on ouvre un dernier chapitre dans ce débat 100% politique. L'interview de la Première ministre, c'était ce dimanche dans le Parisien aujourd'hui en France. Mathieu, est-ce que c'est le signe qu'elle va rester à Matignon ? C'est surtout le signe qu'elle aimerait bien. Elle est assez curieuse d'ailleurs, cette interview, parce que tous ceux qui attendaient la Première ministre qu'elle livre une forme de grille de lecture politique, j'allais dire sociologique, des événements qui se sont passés dans ce pays, et c'est pas rien quand même, les 5 jours d'émeutes qu'on a subi, tout cela en ont été pour leurs frais, parce qu'on n'est pas dans le registre analytique, mais plutôt dans le registre comptable, avec l'autre chiffre à la clé. J'ai un tableau sous les yeux et je constate que la plupart des chantiers sont au vert, sur la Première ministre. Nous avons délivré. Et, le terme n'est pas neutre non plus. Pour le commun des Français, comme le dit le Larousse, délivrer, c'est débarrasser quelqu'un de ce qui entrave sa liberté. Mais pour la prisonnière volontaire de Matignon, délivrer s'entend dans son acception anglo-saxonne, c'est-à-dire cette espèce de novlangue insupportable managériale. Délivrer, c'est faire aboutir un projet. En l'occurrence, elle parle de la fameuse feuille de route des 100 jours que lui a fixée Emmanuel Macron. Et puis alors, on était aussi resté sur notre fin en termes de confidence sur ces états d'âme ou sur ces discussions avec le président de la République. Oui, parce que c'est la règle du jeu, mais là, c'est langue de bois, éléments de langage et verrou à tous les étages. Je ne suis pas dans le commentaire, mais dans l'action, dit la Première ministre. Je ne commente pas les rumeurs, je ne ferai pas de commentaires sur la ministre. Tout juste s'autorise-t-elle à rappeler qu'Emmanuel Macron avait eu l'occasion de dire qu'elle avait sa confiance. Et tout juste s'autorise-t-elle à mettre en garde les prétendants. Le poste de Premier ministre a toujours suscité beaucoup d'intérêt. Chacun ne réalise peut-être pas complètement la réalité et la difficulté de la fonction. Est-ce que ça veut dire que le remaniement n'est pas pour tout de suite ? Bien malin, qui le sait, à part le président, puisque de toute façon on sait qu'il n'y a que lui qui décide de tout. La seule chose, c'est que plus le temps passe, plus l'hypothèse d'un remaniement d'ampleur paraît compromise, parce que à quoi bon en effet tenter d'envoyer un signal fort aux Français quand ceux-ci ont le nez sur leur serviette de plage. Alors certains ministres ont du souci à se faire, on le sait, mais un remaniement technique suffirait pour les délivrer, cette fois-ci au sens propre du terme. Merci Mathieu. Christelle Caplet, est-ce que les Français attendent quoi que ce soit d'un remaniement ? Attendent même, je pourrais même simplifier la question, attendent un remaniement ? Non, je pense qu'on peut vraiment pas dire ça. Si on leur pose la question, évidemment, ils vont vous dire oui, puisqu'en fait, il y a une majorité de Français qui sont contre ce gouvernement. Oui. Mais derrière, il n'y a pas une attente forte d'un remaniement qui viendrait tout d'un coup faire qu'ils changent d'avis. De toute manière, la personne principale contre qui ils en ont, c'est Emmanuel Macron. La popularité d'Elisabeth Borne, en fait, elle suit de très près la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Et il n'y a pas une attente très très forte qu'elle change, qu'elle soit remplacée, et surtout par qui aussi, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'image des personnalités politiques est quand même très négative dans l'opinion. Oui, et Émilie Zapasky, on n'en attend pas grand-chose, mais ça a des conséquences quand même sur l'activité ou l'inactivité de certains ministres. Moi, j'ai l'impression que ça sclérose la plupart des ministres, en fait, qui ne savent pas s'ils peuvent parler avant que le grand chef ne parle ou n'annonce, parce qu'on a un Emmanuel Macron qui continue à être omniprésent sur à peu près tous les sujets. Donc c'est comme s'ils devaient me demander l'autorisation, même dans leur portefeuille, de pouvoir dire un petit peu des annonces. Et puis, évidemment, les uns et les autres se demandent s'ils vont rester ou s'ils peuvent partir, parce qu'il y en a, je pense, qui veulent partir aussi. Et puis surtout, ça n'imprime pas, il n'y a aucun sujet qui imprime. Alors les émeutes, ils sont pour quelque chose, c'est terrible pour Emmanuel Macron, puisqu'à la fin de ces 100 jours, on arrive sur ces émeutes qui enlèvent tout, qui brossent tout, qui effacent tout ce qu'il a pu faire, et tout est au point mort quelque part, même si elle a délivré, rendu France Travail, qu'est-ce qu'il y a, les lycées professionnels, elle parlait un petit peu immigration, on voit que ça patauge
complètement. Les Français n'attendent pas le remaniement, mais ils voient bien qu'il n'y a rien de clair qui se dessine, ni pour cet été, ni pour la rentrée. Alors peut-être qu'ils sont blasés, qu'ils ont surtout envie de partir en vacances et d'oublier tout ça, mais ça laisse présager un automne qui va être, à mon avis, assez compliqué à gérer politiquement. Le Riel, c'est un peu ridicule, ces rumeurs récurrentes des remaniements. Moi, j'ai l'impression que d'être dans un jour sans fin. Je vous laisse la paternité de ce terme. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pas loin de ce que je ressens. Beaucoup de foin pour pas grand-chose finalement, parce que à quoi servirait ce remaniement? Est-ce que derrière il y a un changement de politique ou pas? Est-ce qu'il y a une alliance avec les LR? Enfin bon, là on a juste l'impression de quelqu'un, un président de la République qui joue avec les nerfs de ses ministres et qui les pousse à prendre la parole de façon un peu débile dans l'espoir de se faire remarquer, mais enfin, c'est un spectacle un peu ridicule. Moi, je pense que la première chose et la première décence, compte tenu des résultats de la commission d'enquête parlementaire du Sénat la semaine dernière, ce serait d'abord de faire en sorte que Mme Schiappa démissionne. Ce serait de condamner publiquement cette ministre. Ça me paraît beaucoup plus urgent et important que les rumeurs autour d'un remaniement. C'est quand même très grave cette affaire. Il n'y a eu aucun commentaire qui a été fait. On fait 2 débats sur ce plateau, sur cette excusez-moi, commission d'enquête parlementaire. Évidemment, mais c'est notre rôle. C'est votre rôle. Mais donc c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, il y a 2 options. Il y a l'option d'attendre un remaniement, et donc à ce moment-là, entre guillemets, c'est pas vraiment médiatisé, quoi. C'est un remaniement et Marlène Schiappa n'est pas dans le nouveau gouvernement. Ou alors il y a le fait de marquer le coup par une démission. Bien sûr, en fait, on déplore quand même le manque de confiance des Français dans la politique. Là, on a une ministre qui, de façon totalement irresponsable, et en rejetant d'ailleurs la responsabilité qui devrait être la sienne sur ses collaborateurs, utilise l'argent public mobilisé en la mémoire d'un professeur tué et décapité par un terroriste islamiste de façon extrêmement légère. Elle utilise cet argent public sans aucun résultat, etc. Enfin, la moindre des choses, rappelez-vous ce qu'avait fait Hollande face au scandale de Jérôme Cahuzac. Bon, il n'avait pris un peu de temps. Il n'avait plus que reconnaître. Il y a eu un soutien qui avait duré sans doute un peu trop longtemps. J'étais un peu jeune à l'époque, j'avais autour de 20 ans, donc un peu moins jeune, pas la mémoire exacte. Mais en tout cas, il y avait eu une réaction politique. Là, on l'attend toujours, et ça me paraît bien plus urgent que des rumeurs sur un hypothétique remaniement. Christelle Crablet, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye dans ce débat de sortir un peu d'avoir pas trop le nez dans le guidon et de prendre un petit peu de recul. Et là, je voudrais vous entendre sur le lien entre les Français et la République de manière générale, c'est-à-dire la confiance qu'ils peuvent avoir dans leurs élus, dans la République. Une affaire comme celle-là, effectivement, et la mise en cause de Marlène Schiappa, quel impact ça peut avoir dans l'opinion, d'après vous? Ça peut avoir qu'un impact négatif. Déjà, leur confiance dans les institutions, elle est extrêmement limitée. Alors, il y a quelques institutions qui s'en sortent mieux, notamment tout l'échelon local, les élus locaux, les maires, ont généralement une meilleure image. Mais c'est sûr que c'est pas le genre d'affaire qui va rehausser, on va dire, la confiance à l'égard des institutions en général. C'est pas un très bon signal. Oui. Dans cette période-là des 100 jours, alors effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que le président de la République avait prévu pour le 14 juillet de parler de la France sereine, si je ne me trompe. Apaisée. La France apaisée. 100 jours d'apaisement et d'action. Évidemment, je pense que ce terme-là se ressortira sans doute pas de sa prise de parole. Mais il a eu une stratégie, Emmanuel Macron, de surexposition. Que moi j'ai jugé plutôt efficace. Et vous? Alors plutôt efficace, mais elle a ses limites. Plutôt efficace parce qu'il a pris les devants, et c'est vrai que la réforme des retraites, on n'en entend plus tellement parler. Les décrets sont passés et globalement, ça va commencer à l'automne, et finalement, c'est terminé. Il a réussi son pari de ce côté-là. Peut-être aidé par Elisabeth Borne qui a tenu le coup finalement, mais en tout cas, il a réussi son pari, et c'est vrai qu'il a arrosé de tous les sujets pendant un certain temps. Mais moi, je pense que là, on atteint les limites parce que il a beau parler de tout, il n'y a aucun sujet vraiment qui imprime, il n'y a rien qui est vu comme une priorité, il n'arrive pas à donner quelque chose qui soit tangible, qui soit concret, qui puisse parler au quotidien des Français. Et moi, j'ai l'impression que quand même, il y a ce décrochage entre ce président omniprésent, comme vous le dites, et cette population qui ne sent pas que les actions qu'il mène jouent vraiment dans leur vie ou pourraient à terme avoir un effet totalement bénéfique. Et pourtant, les nouvelles ne sont pas si mauvaise si on continue à parler du chômage, de la réindustrialisation, des choses comme ça. Mais on a l'impression que ça ne touche pas leur quotidien et leurs préoccupations vraiment quotidiennes. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce premier débat. À bientôt sur Public Sénat.